on doit parler de la troisième équipe, les Cleveland Cavaliers. Euh, et ben ma foi, on monte un peu. Là, on était redescendu entre Milwaukee et Chicago. Là, on monte un peu, mais il y a quand même pas mal de changements à voir dans cette équipe des Cavs. Messieurs, qui veut commencer un peu sur son impression de la saison dernière des Cleveland Cavaliers? Bah écoute, avec plaisir. Moi, j'ai pas trop kiffé. Euh, Cleveland l'an passé, j'avais beaucoup d'attentes parce que le roster est très alléchant, évidemment, avec un duo de guard, l'arrivée de Mitchell, etc., Ok. qui a beaucoup apporté. Mais je m'y suis pas retrouvé. Il y a sur Mitchell, ce qui est logique. Mais du coup, le jeu était un peu dénaturé. L'arrivée de Strus à l'intersaison et de quelques autres joueurs, notamment Georges Niang, Oui. n'ont pas donné dans la continuité. C'était assez difficile à regarder. Moi, j'ai pas vraiment aimé. Pareil, le duo Mobley-Allen m'a pas énormément régalé l'année dernière. Il m'a manqué Darius Garland, qui, pour le coup, s'est blessé en début de saison à la main, si je dis pas de conneries. Ouais, et puis Donc, il a eu la fracture de la mâchoire aussi, genre en décembre ou en janvier. ouais, Enfin, galère. Galère pour Garland. voilà. Il a eu énormément de mal à revenir, énormément de mal à reprendre le niveau qu'il avait auparavant. C'était un joueur qui était juste phénoménal et c'est un peu dommage. Voilà, il passe un tour de playoff du coup contre Orlando en 7 matchs dans une série qui était atroce à regarder, Ah, très défensive. le Game 7, je crois qu'on l'avait commenté en live. Il était Ouais, ignoble. ouais. Et tous les matchs de la série, il y avait tout le temps Hmm. moins de 200 points, mais c'est aussi la particularité de cette équipe. Hein, bonne défense, très bonne défense Ouais. même. Et Sixième bon, après, defensive rating. voilà, tu te fais défoncer contre les Celtics au second tour. Donc, Ouais, voilà. du coup, quatrième de l'Est, 48-34. Comme tu dis, défaite en demi-finale de conf face aux Celtics, c'est un 4-1. Et en plus, un 4-1 qui n'a souffert d'aucune contestation. Ouais, Euh, 18e offensive rating, 6e defensive rating. Et au-delà des stats, c'est vrai, le trio Mitchell, Garland, Mobley, chacun sous les 60 matchs. Et t'as Ahmed qui met dans le chat bah, que le Quatuor n'a joué que 7 matchs ensemble sur la saison. ouais. Ouais, bah oui, bien sûr. Quentin, Mm. d'accord là-dessus? Bah, en fait, ce qui les a flingués surtout, c'est les blessures, parce que quand tu vois certains moments, je pense à la streak de Jarrett Allen, là, quand le mec il a 22 points, 18 rebonds, un truc comme ça, enfin, il est exceptionnel pendant le mois de janvier. Tu vois, tu te dis, en fait, ce qui est dommage, c'est que en fait, sur les 5 postes en titulaire, t'as du talent, parce que bah, Strus, on a eu des explosions. Mitchell, bah, il fait une grosse saison. Garland, un peu plus compliqué, mais beaucoup de blessures sur les dernières années. Evan Mobley, il commence enfin à progresser offensivement au bout de 3 saisons. Défensivement, ça reste sérieux. Jarrett Allen, et puis t'as Jarrett Allen. Mais voilà, le problème, c'est que bah, forcément, si tes mecs qui jouent pas ensemble, bah, tu crées pas de cohésion, tu crées pas de dynamique. Et bah voilà, ce sont des Cavs, c'est des montagnes russes. En sachant que aussi, ton spacing a jamais été excellent. Ton meilleur shooter, moi, je parle en shooter pur, hein, Ah, c'était attention, pas en Max termes de Russ. pourcentage. Ouais, voilà. Tu vois, en termes de Ouais. pourcentage, c'est pas le meilleur, mais voilà, en shooter pur, c'est ton meilleur. Il y a lui et il y a Sam Merrill aussi. Mhm. Sam Petite, Merrill qui a fait une saison intéressante. ouais, petite satisfaction, ça Merrill. Franchement, des petits flashs offensifs qui étaient assez sympas. Et d'ailleurs, Ahmed nous précise sans Mitchell ni Allen hein, contre Boston. Donc ouais, ça rejoint un peu ce que tu disais, Quentin. Une saison tronquée, gâchée par les blessures, quoi. Ouais, après, forcément t'as du moins bien quand même, hein, même avec les joueurs présents. Hein, tu vois, Garland, euh, j'essaie encore de retrouver le Garland All-Star qu'on a connu, qui était un joueur quand même assez incroyable. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Va falloir qu'il se reprenne lui aussi. Evan Mobley, là j'ai parlé un peu de l'évolution offensive. C'est pas assez marqué pour l'instant. Faut Hmm. que ce soit plus marqué. Faut qu'il porte un peu plus ses balls.
comme on dit. Parce que tu vois qu'il hésite trop à prendre plus de responsabilités. Et là, le fait qu'il développe son shoot à mi-distance et à 3 points, ça peut peut-être aider. Et surtout, ça va aider les Cavs. Parce que t'avais un coach niveau adaptation qui savait Ouais. pas en faire. D'ailleurs, JB Bickerstaff, au revoir. Hein. On en Ouais. reparlera quand on va voir un peu les arrivées et les départs de cet été. Mais ouais, et je te rejoins sur le côté Evan Mobley dont on attend plus. Mais est-ce que ça vient pas un peu de son association avec Jarrett Allen? Est-ce que les deux sont vraiment compatibles là-dedans? Moi, je pense que ça vient du coaching. Parce D'accord. que Bickerstaff défensivement, il sait poser une défense. Offensivement, tu souffles. Hein. Il y avait deux systèmes, c'était pick and roll, pick and pop. Hmm. C'est vraiment tu souffles. Et puis à chaque fois, les pick and roll, c'était Mitchell, Jarrett Allen. Ouais. Attention, s'il y a une variation, il était perdu. Il était perdu. Donc, je pense que le coaching a beaucoup influencé, a beaucoup influé sur le résultat offensif de l'équipe. Et que bah là, bon, tu rajoutes un coach qui est quand même vachement offensif. Ouais, d'ailleurs, il l'a Qui- dit, comme le dit Ahmed, il a parlé d'un jeu up-tempo avec Mobley au cœur des systèmes de transition. Comme tu le dis, ça peut être intéressant. Et si t'as gardé le playbook de Bickerstaff quelque part, de toute façon, c'est pas compliqué, il doit y avoir 2 pages. Notamment le playbook défensif. S'il garde les mêmes systèmes défensifs qui ont déjà fait leurs preuves et que tu rajoutes les systèmes d'Atkinson offensivement, là tu peux avoir un gros step-up. Hmm. Martin, toi là-dessus, quid, est-ce que l'association de Jarrett Allen et Evan Mobley là, elle doit continuer pour toi? Ou alors est-ce que, finalement, un, un petit pivot un peu plus qui space un peu plus pour laisser de la place dans la raquette, ça serait pas un peu mieux pour lui? Ah, moi, j'ai cette réflexion en fait sur les deux duos là, des Cavs. On se pose la question là. Quentin, tu disais, on veut revoir le Garland qui avait été All-Star là, etc. Mais on a l'impression qu'en fait, comme tu l'as dit, c'était sous Jamie Bickerstaff. Hein. Mais depuis que Mitchell est là, en fait, on l'a pas vu. Parce que depuis que Mitchell est là, Mitchell est première option offensive. Et c'est difficile d'attaquer ça quand même. On a l'impression que Garland a du mal à jouer à côté de ça. Et moi j'aimais bien sur le papier l'association Mobley-Allen parce que on vendait Mobley qui a une vraie mobilité, donc du coup en fait le fait qu'il soit trop grand par rapport à certains cadres et tout, on s'en fout. Je les ai pas beaucoup vus la saison dernière, donc je me rappelle plus trop de l'impression visuelle que j'avais vue. Moi je m'étais vraiment, et en fait en regardant un peu les stats, j'ai été agréablement surpris pour Mobley. Parce que moi je m'étais arrêté sur sa désastreuse série contre les Knicks au playoff 2023 du coup. Où vraiment il y avait des moments où il nous faisait des Ben Simmons. Mais il a été bouffé. Hein. Où il prenait pas son lay-up et tu sentais qu'offensivement il était pas du tout. La saison dernière, il monte presque aux 16 points, 11 tirs. Bon. Cette association, elle marchait surtout en défense et avec Bickerstaff. Donc, si les schémas défensifs restent similaires, je pense vraiment qu'avec le spacing autour et en laissant peut-être encore 1 ou 2 ans à Mobley, voir ce qu'il peut donner offensivement, je pense que ça vaut le coup. Parce que Allen, mine de rien, c'est pas du tout un plot en attaque. Et il tourne à 16 points, il a fait des autres choses. Mais ouais, je pense que c'est un. Là, avec le changement de coach, on va peut-être laisser 1 ou 2 ans, voir comment ça marche. Mais peut-être que oui, Atkinson, s'il veut mettre Mobley plus au centre ou quoi, qui se dit moi j'ai Mitchell et Garland, veut que ça galope. Ah ouais, il fera un choix, sans doute en dégageant Allen, en installant Mobley en pivot, et puis à voir. Hein. Du coup, on va pouvoir passer très très vite au niveau du roster et tout ça, parce que en fait, il n'y a rien. C'est le maître mot, continuité. C'est qui part? Jean-Baptiste, j'ai mis. Et les arrivées, Kenny Atkinson, Jalen Tyson à la draft et JT Thor. Par contre, t'as prolongé Mitchell, t'as prolongé Mobley, t'as prolongé Allen, t'as prolongé Tristan Thompson d'1 an et t'as prolongé Isaac Okoro, la dernière Vosgebombe de l'histoire. Maître mot, continuité, quoi. Est-ce que c'est la bonne solution selon vous? À voir.
Oui, je pense. Surtout quand tu sors d'une saison qui a été vraiment freinée par les blessures, etc. Si tu as confiance en ton groupe et que ça file, ça veut probablement dire qu'il y a déjà une bonne synergie et que les joueurs cliquent et que, a priori, selon le GM, ça marche. Donc pourquoi pas retenter avec une nouvelle philosophie de jeu qui est peut-être un peu plus complémentaire et un peu plus adéquate à ce roster. Moi, je pense que ça peut que mieux marcher avec aussi du coup plus de matchs pour le quatuor ensemble. Ouais. Voilà, non, ouais, moi, je pense que c'est une bonne stratégie. Je sais pas si elle va marcher, mais voilà. Ok. Quentin, toi, tu disais à voir. Ça dépendra de quoi, à ton avis? Déjà, ça va dépendre de Atkinson, de ce de qui il a envie de garder, parce que je pense que comme c'est un groupe que lui a pas forcément choisi, qu'il y a peut-être des joueurs que lui veut pas, tu vois, peut-être qu'on aura du mouvement, pas cette année, peut-être l'été prochain. Hmm. Faut aussi des confirmations. Mobley, même s'il confirme pas offensivement, ils vont pas le tèche comme ça parce que t'as un talent quasi générationnel en défense quand même. Mais je pense plus à des mecs comme Isaac Okoro. Isaac Okoro qui a fait un beau step-up offensivement, qui tourne à 39% à 3 points. Alors qu'il y a encore un an, c'était peut-être un des pires joueurs de la Ligue à 3 points, c'est Tybalt 2.0. Hmm. Donc bon, là, il a progressé là-dessus. Darius Garland, normalement, il va rester, hein, puis en plus, il a que 24 ans. Mais s'il y a des choix à faire, je pense que d'ici l'été prochain, minimum, on va dire entre l'été prochain et l'été 2026, il y aura peut-être des mouvements si Batcha ça step up pas en playoff, si Garland continue un peu de décevoir. Faut aussi surveiller Caris Levert. Caris Levert, oui, il peut te mettre 30 points sortie de banc, mais il peut aussi te lâcher un 1 sur 18 au tir et te faire perdre le match en étant un plot en défense. Donc justement, pour moi, c'est à voir sur ces aspects-là. La base va sans doute pas bouger, Hmm. mais tout ce qui est un peu autour de la base, là, ça pourrait bouger Caris Levert dès cette année, en vrai. Ok. C'est vrai qu'Isaac Okoro a prolongé 3 ans, 38 millions. En plus, c'est même pas un contrat abusé. C'est nickel pour un joueur comme ça, un poste 3 un peu polyvalent. S'il y en a un qui le veut, voilà. Hein. Si on peut s'ils peuvent récupérer. Si Kenny Atkinson n'est pas convaincu par son profil ou ce qu'il apporte sur son terrain, bon bah, let's go, il va pouvoir largement aller draguer certaines équipes. Après, n'oublions pas que Kenny Atkinson a passé quand même l'été avec Vincent Collet. On est peut-être sur le meilleur coach de l'histoire. Attention. Attention. Quelque chose à dire de plus sur ce roster? Peut-être une faiblesse au poste 1 quand même derrière Garland. Ty Jerome et Craig Porter Jr. Ça fait 2 ans, il y a une faiblesse. Ouais. Ouais, on a vu qu'il mettait c'était assez souvent voilà, une rotation avec 100 vrais meneurs derrière, quoi. C'était Levert qui prenait la balle et puis on voit ce qui se passe, quoi. C'est vrai que Levert, Max Truss, ça peut se porter la balle. Mitchell aussi, c'est un gros ball handler. Donc ouais, ça va, il y a du monde. Il y a eu un peu de propagande aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu les photos des Money Bates. Oui. Qui visiblement a pris beaucoup de muscles. Ouais, les bras. Ouais, éventuellement. Après, bon, c'est pas le type de joueur que je... Et Money Bates, ça reste pour moi un pétard un peu ambulant. J'attends de voir s'il y a vraiment de la régularité chez ce joueur-là, quoi. Mais après, pour le coup, les Cavs, je trouve qu'ils ont un peu un fort depuis quelques années d'avoir une vraie identité de jeu et du coup, ça sert sur les joueurs hyper random. Typiquement, j'allais dire Sam Merrill, mais oui, Sam Merrill. Typiquement, Lamar Stevens, qui est arrivé, qui avait fait de très bons trucs. Donc, tu vois, tous les no-name, là, genre, Craig Porter Jr., bon, à voir, Jacob Gilyard, Luke Travers, ça peut arriver de faire des matchs où ça plante 10 pions à 3 sur 4. À la Miami Heat, quoi. Exact. Même Jules Bernard, que je vais suivre particulièrement cette saison. Ah oui. Le petit Jules Bernard, là,
Pour moi, voilà, c'est lui qui va faire la diff cette saison. T'as Jules Bernard, quoi. Non, mais tu vois, par exemple, JT Thor, ça fait partie des joueurs qui peuvent se développer, je pense. Ouais. Ah, et puis au Mais moins, ils vont pouvoir se développer voilà, dans une équipe qui a des ambitions, mais qui a déjà un peu son 5 majeur et ses rotations déjà voilà. de lock, on va dire. Et comme ça, bah, toi, il n'y a pas non plus une grosse pression pour eux de se dire, bon, bah, je dois me développer et apporter, genre, à ton rythme, tranquille. Euh... Ouais, les Mais Cavs de Bickerstaff ont jamais dépassé la 26e pace. Les Nets de Hawkinson n'ont jamais été en dessous de la 11e pace. Le changement va être radical. Ça peut aussi les aider. Comme on a dit, ils ont des intérieurs qui galopent. Garland et Mitchell, ça peut quand même run des contre-attaques assez facilement. Ouais, pourquoi pas. Ça me choquerait pas. Ouais. Quentin, tu voulais? j'ai perdu ma phrase. Ah merde. Oui, non, si, c'était parce que tu parlais des rotations. Bah, en fait, les jeunes, ils vont pas avoir beaucoup de pression parce que bah, t'es 9-10 premiers joueurs, premier entre guillemets. Bah, en fait, tu sais déjà qui ça va être. Oui. Ça va être les mêmes que l'année dernière parce que, genre, tu te dis, très rapidement, t'arrives vers le 7e, 8e homme. On va parler de mecs comme Isaac Okoro, Mm. Son Thompson, Gene Wade, enfin des mecs comme ça, des mecs Mhm. déjà confirmés, qui ont déjà apporté. Donc, franchement, là, les jeunes, c'est zéro pression. Ça va être nickel en vrai. Ouais. Bon, il est temps de dire, de donner un peu notre avis sur la saison à venir des Cavs. Martin, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vois pour les Cavs en une petite minute? Bah, de tout ce qu'on a dit, moi je pense que je vais revenir. Voilà, le côté, même s'ils changent de coach, le côté de continuité, les joueurs qui se connaissent, même si ça change un peu dans les animations ou quoi, je pense qu'il y a des automatismes. Moi je les ai mis 5e à l'Est, juste derrière les Bucks, mais ça se trouve, comme cette année, genre, ça se joue à une victoire d'écart dans ce paquet-là. Et par contre, par exemple, donc là, si j'ai un Bucks Cavs au premier tour des playoffs, je suis capable de dire que Cleveland passe. Parce que, voilà, vraiment le côté continuité, oui, il y a des faiblesses problèmes dans la construction du roster, hein, mais je pense, voilà, ils ont leurs repères. Peut-être même, genre, si Atkinson tente des trucs un peu, genre vraiment, s'il fait des rotations, par exemple, Garland sortirait très tôt dans le premier quart et il revient après, et tu vois, ces minutes, celles de Mitchell, sont un peu échelonnées, ils sont pas tout le temps tous les deux ensemble, du coup, t'as presque Garland qui joue avec la deuxième unité, etc. Donc, ouais, je pense que la structure est quand même toujours là, etc. Donc, ouais, une saison très très solide en haut de l'Est. Ok. Top 4 du coup. 5e du coup. 5e, ok. Juste derrière les Bucks. Ok. Mais en fait, ça se trouve, tu me demandes demain, je vais inverser. Ouais. Quentin, où est-ce que tu nous les mets, les Cavs? Bah, je vais pas être très original parce que là, dans mon classement, j'ai les Cavs en 5 avec une victoire de moins que les Bucks, donc 49-33. Parce que, bah, pareil, en fait, moi, ça a beaucoup bougé. Entre les Bucks, les Cavs et les Sixers, j'ai eu beaucoup d'hésitation. J'ai changé ce matin. Au début, j'avais les Bucks en 3. Après, je fais, vas-y, je mets les Cavs. Ah non, en fait, je vais mettre les Sixers. Donc, du coup, j'ai beaucoup bougé. Du coup, ils vont être dans ce groupe entre 3, entre 3 et 7, je vais dire. Entre 3 et 7, où ça va être quand même assez stack. Bah, comme la saison dernière, en fait, avec les Pacers, le Magic, les Bucks, les Sixers. Je les ai mis un peu derrière parce que je me dis, tu changes de coach. Tu changes de coach, on connaît maintenant l'historique des blessures. Bah, Garland, il est blessé tous les ans. Tous les ans, il a un choc à la mâchoire. Donc ça, va falloir faire attention. Mobley, c'était la première fois qu'il était un peu blessé, mais tu te dis, il y a toujours un peu de Mobley, de Allen. Toujours un mec qui va se blesser un peu, donc je me dis, je vais les mettre un peu derrière. Et puis l'objectif, ça va pas être de se cramer en régulière, parce que eux aussi, on les attend un peu plus en playoff. Première année, déception. Là, cette année, t'as eu un peu de confirmation, mais t'es déçu quand même, parce que bah, il te manquait ton meilleur joueur, déjà au deuxième tour. Donc là, cette année, tu dis, faut qu'il refasse aussi bien. Tu peux pas encore leur demander de faire plus, je pense. Mais tu leur dis, faut qu'il fasse aussi bien, donc une demi de conf, mais qu'il soit
qui se fassent pas défoncer, quoi. Tu vois, qui Ouais. au moins, même s'ils la perdent lors de mid-conf, je sais pas, t'emmènes en 6 ou en 7, tu te fais pas démonter par les Celtics ou une autre équipe. Et si tu peux gratter ta finale de conf, voire ta finale NBA, bah tu prends. Ok. Ok. Très bien, Quentin. Donc, un peu pareil que Martin. Sam, Mm. est-ce que tu vas nous faire un 3 à la suite? Non, jamais. Je vais me démarquer, je vais essayer, mais j'ai pas mal d'interrogations par rapport à ce groupe après ce qu'on a vu l'année dernière. Comme je l'ai dit, j'ai pas du tout été fan de ce qui a été proposé. Même si le jeu va changer, même si le jeu va peut-être changer positivement, parce que bon, il y avait beaucoup de militants pour le départ de Jay Bickerstaff. Euh, je ne pense pas que les Cavs, en cas de blessure, surtout de Mitchell, ce qui est totalement envisageable pour plusieurs matchs, arrivent à garder le cap face aux grosses équipes et aux grosses écuries de l'Est. Donc les mettrais à une place de 7e avec éventuellement de petites victoires au premier tour. C'est un Ok. peu sévère et tout, ouais, Donc, ça mais passe le play-in, et ça au passe. premier tour, ça se fait fumer. Ouais, ouais. Je pense que ça pourrait, c'est vraiment hypothétique, mais que ça pourrait euh, être la saison où on commence à voir des failles de certains joueurs, les failles de Mitchell, physiquement les failles de Mobley éventuellement, et où ça suffit pas, le banc ne me régale pas du tout, même s'il y a de l'énergie, même si encore une fois il y a un groupe qui est défini, je pense pas que ce soit assez pour aller chercher quelque chose face à des grosses équipes quand même. Je les vois derrière les Bucks, même bien derrière les Bucks, malgré le coaching. Ok. Donc, non, je dirais 7e, ouais. D'accord. Septième, et ben moi je vais être le seul du coup à les mettre dans le top 4, les Cavs. Je pense que bah en fait un peu sur le même modèle que Quentin et Martin, je les mets quatrième juste devant les Bucks. Je pense que les incertitudes qui sont liées aux Bucks, qui sont bah, la plupart du temps médicales, en plus de voir comment Doc Rivers va un peu run tout ça, elles sont moins handicapantes que l'incertitude d'avoir Kenny Atkinson là avec un roster dans la continuité. Euh, J'espère. Bah, en fait, j'ai hâte de voir vraiment ce groupe sans blessure. Vraiment, je touche du bois qu'il n'y en ait pas. Parce que je pense que le 5 majeur peut vraiment. En fait, à montrer par moment des flashs vraiment super intéressants. J'ai envie de le voir sur une grande durée maintenant, pas que 7 matchs. Donnez-moi 60 matchs là où ils jouent tous les 4. Après, il y a des petites blessures, des petits repos, machin, on s'en fout. Mais la majorité des matchs, let's go, t'as ton groupe. Un tempo vraiment rythmé. Et, euh, et je pense que ça gagne des matchs dans ces tests. Sachant que, bah, en fait, je les vois supérieurs largement aux Pistons. Je les vois supérieurs aux Bucks. Et bien supérieurs aux Bulls. Il n'y a que Indiana sur lequel ça pourrait se taper un peu dans ces affrontements de division. Donc il y a moyen aussi de prendre vachement de gratter un peu, pas mal de wins sur la division. Et voilà, continuité, quatrième. Et bah, je les vois bien passer le premier tour aussi. Si c'est en cas de premier tour contre les Bucks, là, je les vois bien. Je les verrais bien. Donc quatrième pour moi. Très bien, très bien, très bien. Écoutez, bah, 3, quatrième, cinquième et septième pour Sam. Donc attends, tu mets les Bulls en play-in contre les Cavs? Oui. Et ça passe le play-in? Et ça passe, les deux passent le play. Ah oui, d'accord, ok. C'est osé. Oui. Et sinon, on s'amuse même plus. Non, J'allais c'est dire, sûr. Ah, sérieux. Faut un peu de folie. Attends, la folie. Non, mais bon, Ne vous inquiétez j'essaye pas, de je suis là pour voir, le. j'essaye de trouver des scénarios qui bougent un peu, évidemment. Ils ont une très bonne équipe, mais on sait jamais. Non, mais t'as raison, hein. De toute façon, les points que t'as soulevés, ils sont validés aussi. Ouais, ça me faisait penser, parce que dans le récap de la saison des Cavs, là que je me faisais un peu, il y a un moment où je crois il y a Mitchell, je crois que c'est en janvier ou février, genre Mitchell et Mobley qui sont pas là pendant quasiment un mois entier, et on retrouve le Garland, le Star, etc. et ça tient. Parce que, mais, du coup, en fait, peut-être que l'année dernière, on parle de toutes les blessures, mais ils ont quand même un excellent bilan, mais peut-être qu'en fait,
Juste, tu te prends 2 semaines où les blessures de Mitchell et de Garland se superposent. Ouah, là, t'es Ah, c'est dur. mal. Hein. Ouais, C'est dur. Et c'est là peut-être que dans la profondeur de banc, il manque vraiment une option fiable. Parce que Caris Levert, on en a parlé, mais c'est encore Oui, un peu voilà. trop streaky. Et peut-être que ouais, t'as pas ce truc-là sur le back court pour prendre un peu le relais.